Donc on m'a demandé en 10 minutes assez rapidement de présenter la stratégie foncière du conservatoire et d'identifier les liens qu'il peut y avoir avec les lagunes temporaires méditerranéennes. Alors je suis des grillevages depuis 1 an au conservatoire, c'est assez récent. Du coup j'ai bien épluché en arrivant à l'ensemble des documents. Et la première réaction que j'ai eue, c'est, et j'en ai fait part, c'est de dire on n'a pas vraiment d'intervention spécifique sur ces lagunes. Voilà. Sauf qu'en creusant un petit peu le sujet, ces lagunes, elles sont à la fois au cœur de nos zones d'intervention et aussi au cœur des sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. Elles sont en première ligne, ça a été dit ce matin, l'interface terre-mer, en première ligne face aux effets du changement climatique. Et c'est bien les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui au conservatoire. Donc, en introduction, peut-être sur les fondements de la stratégie foncière du conservatoire. Donc on a pour mission principale de mener cette politique foncière, c'est ce qu'on retrouve dans le Code de l'environnement, pour la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels ainsi que culturels. C'est un apport assez récent. Donc on a une stratégie à long terme, 2015-2050, très précise sur l'ensemble des littoraux français. Je vais vous en montrer une illustration. Et on révise, on a cette stratégie depuis 1995, on la révise tous les 10 ans. Et donc là, l'année a été 2015, ça veut dire qu'on va commencer une phase de révision de cette stratégie pour qu'elle puisse, cette nouvelle stratégie puisse être mise en place à partir de 2025. Voilà, donc on est dans une phase déjà d'évaluation de cette stratégie foncière. Donc cette stratégie, elle se base sur des enjeux qui ont été identifiés à l'échelle d'unités littorales. Et donc ça se traduit comme ça. Sur la carte de gauche, vous avez la carte des enjeux diagnostiques. Donc on identifie bien en premier les zones humides, donc qui sont bien des espaces prioritaires d'intervention du conservatoire littoral. Dans ces zones humides, c'est là qu'on retrouve nos lagunes temporaires, vous le verrez après sur certains cas. Et ensuite, donc, on liste des enjeux, à la fois des enjeux de biodiversité, de paysage, etc., et des enjeux de pression, et notamment d'urbanisation sur ces espaces. Et donc, à partir de cette première cartographie, a été dessinée une stratégie d'intervention foncière du conservatoire littoral. Et donc, sur cette carte, vous voyez en bleu les propriétés du conservatoire. Donc là, on est sur les marais du Narbonnais, on en a déjà parlé ce matin. Des études ont été faites sur ce secteur. Donc en bleu, les propriétés du conservatoire. Ensuite, en orange, ce sont les zones qu'on appelle d'intervention, donc les zones prioritaires, on va dire, d'intervention. Et en orange, comme ça foncé. Et en jaune, ce sont les zones de vigilance. Les zones sur lesquelles on regarde tout ce qui se passe en matière de transaction foncière, mais sur lesquelles on n'intervient pas prioritairement. Et après, je vous fais grâce, mais il y a des périmètres d'intervention plus larges qui ont été validés et qu'on revoit petit à petit. Donc une des spécificités aussi qu'on a, parce que je représente aussi la délégation PACA au conservatoire, c'est qu'on a un droit de préemption qui nous est délégué par la collectivité, notamment par les départements au titre des ENS. Sur PACA, on va dire que la progression de la stratégie foncière se fait un peu progressivement et un peu à l'opportunité, souvent en tout cas on va dire. Sur Languedoc-Roussillon, on a vraiment des grands ensembles qui sont définis et où on superpose quasiment totalement les zonages ENS, nos périmètres d'intervention et donc le droit de préemption nous est délégué sous l'espace par les départements. Donc c'est un petit schéma rapide sur la manière dont fonctionne l'intervention du conservatoire, notre process. Donc on a des acquisitions. L'objectif c'est de constituer petit à petit sur ces secteurs prioritaires où il y a des enjeux, des sites qui sont cohérents. Et souvent ces acquisitions dans ces secteurs et les secteurs que nous concernons aujourd'hui, lagunes temporaires aux zones humides, elles sont faites avec l'appui de l'agence de l'eau. Donc là aussi on a souvent, sur le foncier, c'est souvent le budget du conservatoire qui intervient, mais sur ces secteurs-là, zones humides et lagunes,
l'agence de l'eau intervient, on a une stratégie partagée, commune avec des conventions, et cofinance à hauteur de 30 ou 50% ces acquisitions dans les zones humides. Et aussi des études, des interventions, des postes, etc. Donc on a un partenariat vraiment très important avec l'agence sur ce secteur-là. Ensuite, toute l'action du conservatoire repose sur les partenariats. Vous savez, on achète le foncier, et ensuite toute la gestion est confiée à des gestionnaires, souvent des collectivités, aussi associations, certains d'entre vous sont là. Voilà, donc vraiment toute notre action est basée sur ce partenariat. Et donc l'idée est d'en avoir un projet commun et de définir un plan de gestion le plus fin possible pour répondre bien sûr aux enjeux et préserver et valoriser tout ce qui peut l'être. Alors, je rappelle que les missions principales du conservatoire, c'est première, je l'ai dit tout à l'heure, mais ces autres actions foncières, elles doivent en premier lieu permettre de préserver la biodiversité. Et ensuite, on a une mission importante qui est celle de l'accueil du public aussi, à partir du moment où c'est compatible avec les objectifs de préservation. Donc plus spécifiquement sur les lagunes temporaires, donc le conservatoire botanique m'a transmis cette carte. Aujourd'hui, en PACA et Occitanie, le conservatoire est propriétaire de 57 000 hectares. L'objectif à 2050 dans nos stratégies, c'est de doubler cette superficie. Ce qui ne va pas être facile, parce que plus on avance, moins on a d'opportunités foncières avec des grands tènements, à part certains secteurs qui sont bien là. Et donc on a une superposition qui est indiquée dans les tableaux et qui est résumée sur la droite, assez importante entre les propriétés du conservatoire, même si la fourchette est grande, et l'identification des lagunes potentielles qui a été faite dans cette étude. Donc là on est entre 8 et 91%, il y a des chiffres qui diffèrent selon les départements, donc ça fait une moyenne à 34% qui apparaît ici, donc qui est quand même assez important. Donc ça a été dit ce matin, je l'avais rappelé ici, on a effectivement des sites naturels, mais dans ces superficies, il y a beaucoup d'anciens salins qui ont été rachetés par le conservatoire, comme ça a été dit ici. Donc je fais un petit travail d'illustration et de superposition des zones identifiées par l'étude comme lagunes temporaires potentielles, donc c'est ce qui est assuré en vert, et cette stratégie et les propriétés du conservatoire. Donc là on est en Camargue gardoise, avec un site, on va dire, très, très complexe, interconnecté, etc. Donc il y a la stratégie de PACA qui couvre ce secteur-là, mais on devine qu'on a déjà une couverture assez logique, on va dire, et cohérente quand on voit cette première superposition. Une autre illustration, parce qu'il y a des études spécifiques qui ont été menées sur le biterroir, avec la réserve du Bagnas, on en a parlé aussi ce matin, qui est ici, la Grande Maille, avec un gros du roi, et les Orpelières, donc deux sites qui ont été identifiés comme des lagunes temporaires méditerranéennes avec un fonctionnement naturel. Une dernière illustration, alors je reviens toujours au Narbonnais, puisqu'on retrouve à peu près beaucoup d'ensemble et l'écosystème. Et donc on voit effectivement là, on a une intervention, on a deux sites majeurs, je ne sais pas comment le considère, mais deux sites majeurs d'intervention foncière. Département, c'est l'Hérault, autour des étangs palévasiens de l'étang de Thau. On a beaucoup de propriétés, et secteur du Narbonnais. Donc vous voyez, on a une stratégie qui couvre en fait, qui fait le tour de l'ensemble des étangs du Narbonnais. Et donc on retrouve ici en fait les zones humides, les lagunes temporaires en vert, sur les anciens salins de la réserve naturelle de Sainte-Lucie, les anciens salins aussi à Sigean. Et on voit que le conservatoire est déjà propriétaire d'une grande partie des lagunes potentielles qui ont été identifiées. Donc, pour conclure, ces secteurs
j'ai repris un terme qui était dans le rapport d'étude, c'est vraiment des sentinelles du changement climatique. Et du coup, de ce fait, vu les dynamiques qui sont en cours des lieux d'expérimentation, aujourd'hui la philosophie du conservatoire, c'est de mettre en avant ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Et donc on est toujours, une fois qu'on est propriétaire, quand on doit définir les plans de gestion, dans le dilemme entre la libre évolution, donc on travaille beaucoup là-dessus, le conseil scientifique du conservatoire a fait une note là-dessus très intéressante, le fait de s'adapter, voilà, ou de résister. Donc on est toujours un peu dans ces questionnements-là, et c'est vrai que sur le cas des lagunes temporaires, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on peut imaginer que ces lagunes temporaires deviendront permanentes, où vont se déplacer les futures lagunes temporaires, et donc comme on a une stratégie à très long terme, il faut qu'on arrive à anticiper ces évolutions. Et donc le principe interne, on va dire, qu'on se fixe, c'est de rendre possible ces évolutions, de ne pas figer les choses. Voilà. Alors, justement, un exemple, j'étais dans un séminaire au département de l'Hérault sur le tourisme, et certains acteurs disaient, mais si le Lido disparaît, on n'aura plus de plage, et nos touristes vont aller où? Sauf que si on laisse le Lido évoluer librement, on a travaillé avec le MIDE, la plage se déplace et on aura des plages. Elles ne seront peut-être pas au même endroit. Voilà. Et puis il y a bien sûr tout l'effet tampon et les capacités de résilience bien supérieures des espaces naturels, mais ça. Donc ça se traduit aujourd'hui, ces préoccupations dans un nouveau contrat d'objectifs et de performance qui est 2021-2025, donc qui a été signé très récemment. Donc on retrouve les objectifs de contribution à la résilience des territoires, privilégier les solutions fondées sur la nature, je vous l'ai dit, on a un tampon, et donc spécifiquement sur les interventions foncières sur les zones humides, on a un objectif de plus 1000 hectares à l'échelle nationale d'acquisition et 7000 hectares de DPM, parce qu'on intervient aussi sur le domaine public maritime, que l'État nous affecte, ou nous attribue à partir du moment où justement on a du foncier en arrière-plage, on va dire en arrière de ce DPM, et donc il y a une logique d'accompagnement du recul du trait de côte dans le temps et dans la durée. Donc là on intervient sur ces secteurs. Voilà, on a deux projets, alors ma collègue va en parler tout à l'heure, on a aussi un programme Adapto, avec 10 sites pilotes pour mettre en place des mesures d'adaptation au changement climatique. Ça rejoint un peu l'exemple espagnol qui a été cité tout à l'heure, mais donc ça sera détaillé. Donc on doit développer ces projets d'adaptation, et donc ces lagunes temporaires, pour nous, ça sera des sites prioritaires pour développer ce type de projet. Et donc on doit en faire deux par délégation, donc ça en fait un certain nombre, une vingtaine déployés au niveau national, ce qui n'est pas rien. Puis on a une mission d'expérimentation, bien sûr, et de diffusion. Donc aujourd'hui, le conservatoire, pour en conclure, ça, il y a une très forte superposition. On va dire qu'on contribue à ça, mais ce qui me semble important, c'est que, en fait, c'est un peu au cœur de nos préoccupations, et on voit qu'on connaît peu ces milieux. Sur les composantes à la fois naturelles, sur la manière dont ils évoluent, comment ils vont se déplacer. Voilà, on a peu de connaissances, et c'est pourtant au cœur de nos sujets. Donc on fait des choses, on a des plans de gestion, on gère ça, mais on sent bien qu'on a vraiment besoin d'affiner les connaissances, que ce soit pleinement intégré à tous nos process, à la fois d'acquisition mais aussi de gestion, et qu'on travaille finement là-dessus pour qu'on puisse gérer ça comme il faut, sans faire du jardinage écologique, mais en même temps en essayant de valoriser tout ce qu'on peut valoriser pour atteindre les objectifs, notamment pour la passion de la biodiversité. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour les travaux qui ont été menés, parce que ça va vraiment nous permettre d'affiner tout ça. Et puis on sera présent pour les suites, pour qu'on rentre peut-être plus dans le concret et que ça puisse se traduire concrètement dans toutes les actions qu'on mènera ensemble. Merci.